maintenant pour cette deuxième partie, peut-être on pourrait parler plus spécifiquement de la question des nationalités et du nationalisme ukrainien par rapport à la Russie et de la thématique de la Rousse. Est-ce que, enfin, les nationalistes ukrainiens reprennent constamment cette idée qu'ils sont eux la vraie Rousse, la Rousse primordiale, et que finalement les moscovites auraient usurpé le titre. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ça? Tout à fait. Alors c'est l'occasion d'un grand débat historique, donc sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Donc je peux vous faire un peu l'état de mes recherches. Donc en fait, il faut savoir que entre le moment où la Rousse de Kiev a existé, donc c'est-à-dire jusqu'en gros 1230-1240, jusqu'aux invasions tatares, invasions mongoles, et 1922, l'époque où Lénine fonde la République socialiste d'Ukraine, il n'y a plus eu d'État avec Kiev comme capitale. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que souvent, quand je discute notamment avec des Français ou des Occidentaux, ils ont l'impression qu'en fait, l'Ukraine a toujours existé et qu'elle a été tantôt envahie pour partie par les Polonais, tantôt par les Russes, tantôt par les Allemands, etc. etc. Or, non. À partir donc des invasions mongoles, Kiev n'est plus jamais la capitale d'un État. Ça, il faut bien le comprendre. Et à ce moment-là, cette Rousse, elle s'étendait en gros de la Lituanie en passant par Kiev jusqu'en l'Ukraine occidentale actuelle. Donc pour simplifier, la partie lituanienne donc a été rattachée à la Pologne. Elle a quitté l'orthodoxie pour devenir majoritairement catholique, et la partie donc d'Ukraine occidentale, qui correspond à la Galicie, elle a été rattachée à la Pologne, tandis que ce qui restait de la Rousse de Kiev est passé dans différentes, l'héritage de cette Rousse de Kiev est passé dans différentes principautés, et pour finir dans la plus puissante, qui était la Moscovie. Et donc, à partir du moment où, donc après la bataille de Koulikovo, donc qui marque en fait le début de la reconquête du territoire par les Russes, la Moscovie s'est donné comme objectif de rassembler les terres russes. Voilà. Il faut ajouter que, notamment la Crimée, par exemple, n'a jamais fait partie de la Rousse. Ça c'est important, mais qu'en revanche, lorsque le prince Vladimir choisit le christianisme oriental, c'est en Crimée. Oui. Voilà. Donc ça c'est très important. Et donc et surtout c'est ce lien fondamental entre la russité et l'orthodoxie. Et c'est pour ça que les historiens et les idéologues ouest-ukrainiens ou polonais ils peuvent manipuler ce qu'ils veulent. La russité est orthodoxe, profondément orthodoxe. Et à partir du moment où les Lituaniens ou même les Ouest-Ukrainiens abandonnent l'orthodoxie, même si c'est contraint, comme c'est le cas des Uniates, qui ont été contraints, malgré tout, ils perdent en fait cette part d'héritage qui est fondamentale dans l'héritage de la Rousse, qui est l'orthodoxie. Donc pour revenir justement sur l'affaire des Uniates, c'est une des grandes fautes historiques des Polonais, c'est qu'ils ont utilisé le catholicisme pour consolider leur mainmise sur cette région de la Galicie. Et donc ils ont utilisé de manière politique. Et surtout, ils ont créé un système qui ressemble exactement à celui que les Turcs faisaient par exemple en Serbie. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas être un sous-citoyen, si vous ne voulez pas que votre fils se fasse enlever comme janissaire pour servir comme janissaire, ou payer les impôts particuliers, etc., vous devez vous convertir à l'islam. Et les Polonais ont mis le même système en Ukraine de l'Ouest. Et ils ont d'abord, bien sûr, intégré les élites, c'est toujours les élites qui abandonnent leur en premier, et pour finir après une bonne partie de la paysannerie qui a rejoint ce qu'on appelait l'uniatisme. Donc, encore une fois, à ce moment-là, il n'y a pas d'Ukraine, bien sûr, personne ne parle d'Ukraine.
Et en revanche, il y a un affrontement permanent et une volonté d'expansion permanente de la Pologne, des Polonais-Lituaniens, qui arrivent jusqu'à la mer Noire et qui essayent en permanence de pousser vers l'Est. Jusqu'au moment où disons, il y a cette date fondamentale de 1654 où les Cosaques Zaporożie finalement décident qui correspond donc à une zone de l'Ukraine centrale, ils décident finalement de s'allier avec les Russes et pas avec les Polonais. Voilà. Donc ça évidemment ça consolide la présence russe de l'État russe de Moscovie dans l'Ukraine actuelle. Et on va dire, c'est un échec en fait. C'est un échec même pour la Pologne en fait, qui n'a pas su attirer à elle donc ces populations. L'événement suivant qui est fondamental, c'est le partage de la Pologne. Et en fait, surtout les partages de la Pologne. Et surtout le troisième partage en 1795, où finalement la Pologne est dépecée. La partie donc d'Ukraine de l'Ouest, la Galicie, est rattachée à l'Autriche-Hongrie. Et la partie on va dire du nord de la Pologne est rattachée à la Russie. Et à partir de ce moment-là, les intellectuels polonais nationalistes qui veulent recréer leur État de manière, à mon avis, tout à fait légitime, réfléchissent à la manière dont ils vont pouvoir recréer non seulement la Pologne, mais une grande Pologne qui s'étendrait jusqu'à l'Ukraine. Or, ils ont compris que les peuples qui correspondent à l'ancienne zone de la Rousse, ils sont quand même, quoi qu'il arrive, linguistiquement et notamment religieusement, puisque ce qui joue beaucoup en 1654, c'est Taras Bulba, faut lire Taras Bulba, c'est l'orthodoxie. Il faut en faire une entité qui soit autre que la Russie. Donc il faut convaincre ces gens-là qui ne font pas partie du peuple russe. Et donc les premiers qui utilisent le terme Ukraine, c'est des nationalistes polonais. Donc le premier intellectuel nationaliste polonais et le premier tout court qui parle d'Ukraine, c'est Jan Potocki, donc qui est un officier de l'armée polonaise, ce qu'on appellerait un cosmopolite, donc assez typique de cette élite de la fin du XVIIe, début du XIXe, franc-maçon, occultiste, donc très ouvert c'est vraiment un homme de son époque, et c'est le premier qui dans ses livres parle de l'Ukraine en tant que zone où habite un peuple qui n'est pas la Russie. Et donc toute cette idéologie est reprise par des intellectuels polonais, et notamment les intellectuels polonais qui ont été intégrés à l'Empire russe. Puisque notamment sous Alexandre Ier, il y a un certain complexe des Russes, qu'on retrouve d'ailleurs moins maintenant, mais qu'on a retrouvé dans les années 90, au début des années 2000, des Russes vis-à-vis de l'Occident. Et donc Alexandre Ier se dit, les Polonais sont forcément plus cultivés que nous, et donc il leur donne des places très importantes, que ce soit au ministère des Affaires étrangères, dans l'éducation, et donc finalement, il nomme des Polonais russophobes pour s'occuper de l'enseignement, notamment dans ce qu'on appelle la Petite Russie, la Mala Russie. C'est pas du tout un niveau d'échelon, les Russes se considèrent comme un peuple unique, il n'y a pas d'hierarchie, biélorusse, malarusse ou russe, c'est pareil, c'est le peuple russe. Et donc ils vont contribuer à créer au cœur même de la Russie cette différence entre soi-disant un peuple qui existerait en Ukraine et le reste de la Russie. Donc malgré ce soutien qui est donné sans le vouloir aux Polonais vivant dans l'Empire, l'idéologie avance très peu. Ça concerne des intellectuels, mais la plupart de ceux qui vont, par exemple, le premier qui va donner l'alphabet, Pankiewicz, en fait sont issus justement ont eu des profs polonais
pas appeler ça encore l'Ukraine, mais disons de la Malorussie. Et donc ils vont développer ça, et tout ça c'est aussi dans le mouvement des nationalités du 19e siècle. Tout le monde va avoir sa nationalité. Voilà. Ce qui d'ailleurs plaît pas forcément aux grandes puissances européennes, puisque le concert européen qui est mis en place en 1815 dit oui, il y a des vieilles nations qui ont une revendication légitime, mais dans l'ensemble, on va quand même essayer de se calmer, parce que sinon, il va y avoir les micro-États vont exploser. On aura, pour faire un peu un anachronisme, on aura 150 Kosovo dans toute l'Europe. Donc ça s'inscrit dans ce mouvement très romantique de trouver une nationalité, mais en fait, ça n'a aucune assise populaire. Et surtout, les différentes révoltes polonaises vont quand même mettre un coup à la popularité des Polonais au sein de l'Empire russe. Et notamment dans les années 60, les Russes prennent certaines mesures pour limiter quand même la propagande polonaise, notamment sur une Ukraine qui aurait existé depuis toujours, etc., etc. Et il y a un autre endroit aussi où l'ukrainisation se poursuit, c'est dans la partie donc occidentale de l'Ukraine actuelle, qui a été rattachée, donc la Galicie, qui a été rattachée à l'Autriche-Hongrie. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, la Galicie vit des heures plutôt, surtout les élites, plutôt confortables, parce que Vienne utilise les Galiciens contre les Polonais. Donc c'est un peu comme utiliser les anciens colonisés contre les anciens colonisateurs. Et comme les Polonais, en Autriche, comme en Prusse, comme en Russie, veulent de nouveau faire exister leur État, ils se révoltent, ils sont un lobby très, très puissant à l'intérieur de l'Autriche. Et l'Autriche, la Vienne s'appuie sur les Galiciens contre les Polonais. Et en même temps, Vienne se méfie des Galiciens parce que ils savent très bien que la langue qu'on parle en Galicie est très proche du russe. Et ça, notamment, les Galiciens s'en aperçoivent quand en 1849, au moment des soulèvements à Vienne, donc des nationalités, la Russie, au nom de la Sainte Alliance, envoie des troupes. Et ces troupes repartent par la Galicie. Et là, les Galiciens, qui sont des descendants de la Rousse, s'aperçoivent qu'ils comprennent parfaitement ce que disent les soldats russes. Et à partir de cette époque-là, naissent une presse commune, et il y a une partie même des élites galiciennes qui demandent, se disent, mais après tout, on a plus en commun avec notre peuple, c'est les Russes, et donc il faut qu'on aille avec eux. Donc à côté de ça, l'Autriche, qui a très peur de ça, favorise l'apparition d'une ukrainisation, d'une élite ukrainienne. Il leur donne une Rada russe, ils l'appellent comme ça, où ils peuvent traiter, gérer leurs problèmes, etc., etc. Il favorise l'apparition d'une langue. Et là, on assiste à des choses assez ridicules, c'est qu'en fait, comme la langue est totalement artificielle, qui est tirée d'un dialecte ukrainien qui était parlé sur les bords du Dniepr, mais qui en fait s'écrivait d'ailleurs, quand il s'écrivait, c'était en russe. Donc il y a un intellectuel qui a redonné un alphabet plus ou moins utilisé, mais finalement tous ces intellectuels donc financés par Vienne, chacun veut créer sa langue. Donc en fait il y a plein d'Ukraine, chaque professeur a sa langue ukrainienne artificielle, et finalement en fait c'est une anarchie. Et un fait tout à fait intéressant, c'est que en 1914 il y a un aide à la communication, enfin une espèce de lexique qui est donné aux soldats de l'armée autrichienne pour qu'ils puissent se comprendre, puisque c'est une armée multinationale. Et donc, ce lexique, il est fait en 6 langues. Donc, il y a l'allemand, le hongrois, le polonais, le tchèque, le croate et le russe. Et pas l'ukrainien, parce que personne ne parle ukrainien, parce que c'est une création purement artificielle à des buts de propagande. Et cela dit, on peut faire en aparté expliquer que c'est aussi en même temps le projet de l'archiduc qui se fait assassiner à Sarajevo, qui rêvait de créer, il avait compris que finalement l'État multiethnique austro-hongrois fonctionnait bien, et en accordant en fait un même niveau d'autorité, de compétence dans la double monarchie. Et il rêvait, son projet, c'était il rêvait de faire la même chose avec les peuples slaves, qui finalement avaient toujours été, que ce soit les Croates ou les Galiciens, parfaitement loyaux vis-à-vis de Vienne. Et donc il voulait, c'est un projet qui était tout à fait viable, mais qui bien sûr allait contre les projets de Yougoslavie, qui voulaient revenir tous les Slaves du Sud. Donc voilà, donc on a un peu la situation. Donc jusqu'à présent, il faut bien voir que l'Ukraine n'existe pas, d'accord. Elle existe uniquement donc c'est un terme qui a été inventé par les nationalistes polonais
pour pouvoir dominer l'Ukraine, pas pour la libérer, n'est-ce pas, et qui est repris petit à petit dans une intelligentsia, que ce soit au profit des Polonais ou ensuite au profit le projet récupéré par les Autrichiens, qui bien sûr soutiennent des mouvements nationalistes ukrainiens de l'Ouest, et c'est comme ça que naît le nationalisme ukrainien. Et tout ça donc nous amène donc au début du XIXe siècle, où là les premiers théoriciens du nationalisme ukrainien donc apparaissent, et c'est là où le nationalisme ukrainien devient un système de suprématie raciale. Et notamment en reprenant un thème qui est déjà développé par les Polonais, c'est qu'en fait les Russes, à cause des invasions tatars, ont été matinés de sang asiatique, donc ils sont impurs, et que donc les vrais Slaves purs, ce sont les Ukrainiens de l'Ouest, cette partie. Et donc les trois races impures qui sont dont il faut se débarrasser, c'est les Hongrois, les Juifs, puisqu'il y a énormément de Juifs dans la zone ukrainienne, et les Russes. Et ça c'est dès l'époque de la Première Guerre mondiale. Ce qui fait que cette idéologie va permettre une parfaite convergence avec le national-socialisme et la notion de suprématie d'une race sur une autre. Tout ça arrive finalement pendant la Première Guerre mondiale, où les défaites successives de l'armée russe sur le front, et surtout la révolution bolchevique, donne une occasion à Khrouchtchevski, donc un historien qui à l'époque était justement payé par l'Autriche pour développer le mythe de peuples différents, crée une Rada avec d'autres intellectuels à Kiev. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'Ukraine n'existe toujours pas. Donc on est toujours... à l'époque, les territoires qui sont plus tard rattachés par Lénine à la République socialiste d'Ukraine, en fait, c'est des circonscriptions, des gouvernorats, en fait, qui sont un peu moins d'une dizaine, donc, cette zone, en fait, est répartie de cette manière. Et donc, eux, en 1917, au début, ils demandent leur autonomie, pas leur indépendance, parce qu'ils ont peur des bolcheviks. Parce qu'au même moment où eux créent leur Rada à Kiev, les bolcheviks, eux, créent leur État à Kharkov, comme capitale. Et donc les Allemands, eux, commencent à négocier Brest-Litovsk et font des négociations séparées, donc à Brest-Litovsk avec Trotsky, et des négociations séparées avec l'Ukraine. Et c'est les Allemands qui vont reprendre donc le mythe ukrainien créé par les Polonais, repris par les Autrichiens, qui vont l'utiliser pour envahir en fait ce qui correspond à l'Ukraine. Et seulement ils comprennent que les nationalistes ukrainiens de Khrouchtchevski ne sont pas des gens sérieux, qu'en plus ils ne représentent rien. Et donc ils envoient leur armée, ils envahissent toute l'Ukraine, même jusqu'à Rostov, jusqu'à la Crimée, et ils mettent l'Hetman Skoropadsky, donc un cosaque. Ils le mettent un peu comme le Gauleiter, voilà, bon, enfin macroniste. Enfin bon, comme le gouvernement d'occupation, voilà. Seulement bon, donc ils envahissent au début de l'année 1918, en mars, si je me souviens bien, et en fait, ils perdent rapidement la guerre sur le front de l'Ouest, et donc ils doivent se replier. Et à ce moment-là, le gouvernement de Skoropadsky tombe immédiatement, et à ce moment-là, un autre, ce sont des Ukrainiens nationalistes, donc une armée qui est levée à l'Ouest. Et qui va sous les ordres de Simon Petlura et qui va prendre pour 2-3 mois, pas plus, Kiev, avant d'être chassé lui-même par les bolcheviks, qui eux-mêmes seront ensuite chassés par les blancs, qui seront poignardés dans le dos par les anarchistes de Makhno. Au même moment, donc dans la zone qui appartenait à l'Autriche-Hongrie, la zone, donc la Galicie, est également proclamée une république populaire occidentale d'Ukraine. Donc c'est assez caractéristique, si vous voyez. Vous prenez la guerre civile ukrainienne, vous voyez bien que c'est pas chaque région a son ambition, son indépendance. Par exemple, Simon Petlura est un personnage controversé même en Ukraine, parce qu'en fait, il était prêt à abandonner la Galicie aux Polonais en échange du soutien des Polonais contre les Rouges. Vraiment, c'était bon. Ce qui finalement met tout le monde d'accord, c'est la guerre polono-bolchevique.
Donc il commence en 1919, qui part de cette volonté donc qu'on retrouve de la Pologne, qui vient en fait de récupérer son indépendance, hein, grâce à l'armée allemande. Faisait partie, l'Allemagne est le entre guillemets grand libérateur des peuples d'Europe, crée son Mittel Europa à partir de ce moment-là, en fait, hein, vraiment, c'est-à-dire contrôle de elle veut continuer donc le contrôle de la Mittel Europa, donc contrôle de la Pologne, libère tous les peuples qui étaient sous l'Empire russe. Et donc les Allemands ont échoué à créer l'Ukraine contre la Russie, c'était leur objectif. Ils s'aperçoivent que c'est pas possible. Finalement, l'Ukraine tôt ou tard reviendra boire le lait de la mère Russie. C'était sont des mots de l'état-major allemand. Et donc, je reviens à ce que je disais. Guerre russo-polonaise qui commence bien pour les Polonais, mais finalement qui tourne à la catastrophe, notamment sous l'impulsion d'un futur grand théoricien de la guerre blindée, Tukhachevski. Donc les Polonais sont finalement refoulés, ils sont bloqués ils sont à deux doigts de se faire envahir, l'armée rouge est à la Vistule. À ce moment-là, les Français envoient une aide internationale, un état-major, sous les ordres du général Weygand, qui sauve la Pologne. Et donc les Polonais repartent à l'attaque. Et là, bon, notamment la France, dit bon, maintenant on va s'arrêter, on va arrêter la guerre. Et finalement, il signe une paix en 1921, la paix de Riga, où la Pologne récupère l'Ukraine occidentale et la Russie récupère le reste. Enfin, l'Union soviétique récupère le reste. Bon. Et donc à partir de là, l'Ukraine occidentale, pour l'instant, n'a toujours pas été rattachée au reste de l'Ukraine. Mais on va commencer maintenant, on peut vraiment parler d'Ukraine. Et on peut parler du grand fondateur de l'Ukraine, qui est le père de tous les nationalistes ukrainiens, c'est Lénine. Parce qu'encore une fois, en 1922, l'Ukraine n'existe pas. Mais Lénine décide de créer l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que dans l'idéologie bolchevique, il y a le fait que toutes les nationalités doivent s'épanouir, et que donc, et dans ce sens-là, il donne le Birobidjan, par exemple, ils veulent une terre pour les Juifs, donc il donne le Birobidjan. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas parce que c'est l'extrême-orient que c'était une punition, ça correspondait vraiment à une idéologie. Et le commissaire chargé justement des nationalités, donc d'appliquer cette idéologie, c'est Staline. Donc le deuxième grand fondateur de l'Ukraine moderne, c'est Staline. Et donc il crée la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui a à l'origine à sa capitale à Kharkov, et il se lance à partir de 1923 dans une ukrainisation massive, inespérée pour les nationalistes ukrainiens. Et celui qui mène ça, c'est le troisième grand fondateur de l'Ukraine moderne, c'est Kaganovitch. Et donc qui lui, de manière bolchevique, et donc une des raisons aussi pour lesquelles, ça c'est très important de le noter, les bolcheviks développent le nationalisme ukrainien au sein de l'URSS, c'est que c'est un moyen de contrer la Russie. Parce que, comme Tito plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, la grande peur des bolcheviks, Lénine écrivait qu'il haïssait la Russie, la grande peur des bolcheviks, c'est que la Russie prenne trop de place, et c'est démographiquement, prennent trop de place au sein de l'URSS, donc que tous les peuples soient équilibrés, etc. Et donc, en 1923, déjà pour la première fois, la langue ukrainienne est normée. Parce que comme je vous l'ai expliqué, les langues ukrainiennes, il y en avait des tas, tous les intellectuels y étaient allés de leur coup de crayon, et donc il n'y a pas, la langue ukrainienne n'existe pas et personne ne la pratique à part quelques intellos. Et donc là, la langue ukrainienne est stabilisée par les bolcheviks, l'alphabet notamment est stabilisé par les bolcheviks en 1823, elle est normée, on crée des grammaires, on imprime des livres scolaires, scientifiques, etc. Et des millions d'articles sont écrits en ukrainien, il y a une littérature ukrainienne qui n'existait pas auparavant. Et donc ce processus, il dure en gros jusqu'aux purges. À ce moment-là, les soviétiques se rendent compte qu'ils ont créé un monstre, et que finalement la créature est en train de les dépasser, et notamment ce que font les bolcheviks en Ukraine a énormément de succès chez les Galiciens, donc polonais, qui eux au contraire sont persécutés par les Polonais pour leur appartenance. Donc les soviétiques se rendent compte qu'ils sont allés trop loin, en plus de manière tout le monde est purgé à cette époque-là, et donc c'est les grandes purges staliniennes, et c'est également le moment de l'Holodomor, qui contrairement à ce que raconte l'historiographie ukrainienne, n'est pas une spécificité, un meurtre des Russes contre les Ukrainiens, puisque déjà donc l'apparition du peuple ukrainien est totalement artificielle, donc de 1922, mais frappe de manière indifférenciée tous les paysans
à qui on confisque les récoltes pour pouvoir acheter de l'industrie lourde, notamment aux États-Unis, les usines de Détroit, les usines de Détroit, l'île de Détroit aux États-Unis a vendu des usines à Nijni Novgorod notamment. Donc les récoltes sont confisquées et ça affame. Et en plus, c'est aussi une espèce de génocide social, des coulacisations. Et donc ça tue, on estime, autour de 6 millions d'Ukrainiens, donc de gens vivant dans la zone ukrainienne, mais de Russes et de Kazakhs. Donc l'Holodomor, au contraire, c'est symbolique de l'union dans la souffrance de ces peuples qui composaient l'Empire. Et au contraire, ne frappe bien sûr pas les Ukrainiens de l'Ouest, puisque eux sont de nouveau devenus une espèce de colonie polonaise. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui l'Holodomor est revendiqué majoritairement par les Ukrainiens de l'Ouest qui n'en ont pas souffert, et qui au contraire, à l'époque, admiraient le travail d'ukrainisation fait par Kaganovitch. Donc, suite à ce mouvement, Staline va arrêter toute la politique d'ukrainisation, et même faire légèrement marche arrière. Pour des raisons aussi d'efficacité centralisatrice, l'État bolchevique bien sûr est un État centralisateur, et donc voilà. Et en revanche, en Ukraine occidentale, donc qui est sous contrôle des Polonais, les nationalistes ukrainiens basculent dans le terrorisme, avec le bien connu Stepan Bandera, mais qui n'est pas le seul. Il y a également un très connu qui est Melnik, donc qui sera aussi l'adversaire de Stepan Bandera. Et il faut bien se rendre compte que si aujourd'hui, notamment les nationalistes ukrainiens se revendiquent d'un tel personnage, dont on va le voir qui est quelqu'un tout à fait médiocre, et violent, et humainement méprisable, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que le projet ukrainien, il est récent. Et surtout, le projet ukrainien adopté par une partie des Ukrainiens. C'est quelque chose de tout à fait récent. Et donc Stepan Bandera, il commence sa carrière non pas en tuant des Russes ou des bolcheviks, mais en tuant le ministre de l'Intérieur polonais et d'autres fonctionnaires polonais. Et donc un des grands problèmes de la Pologne au début des années 20 et dans les années 30, c'est ce terrorisme galicien qui s'en prend à ses fonctionnaires. Donc les bandéristes mais pas seulement, donc son adversaire Melnik prennent dès les années 30 des contacts avec l'Allemagne nazie et bénéficient déjà d'entraînement, de soutien et rêvent de s'allier avec l'Allemagne nazie pour obtenir leur Ukraine nationaliste. Et ils reprennent donc toutes les thèses qui ont été développées au moment de la Première Guerre mondiale, racialistes, de supériorité raciale, et donc ils se disent il y a convergence puisque les Allemands sont racistes comme nous. Et pour en montrer la preuve, lorsque l'Allemagne rompt le traité de paix germano-soviétique, donc envahit la Galicie qui avait été donnée à l'URSS, à ce moment-là, les Galiciens en profitent et font les grands massacres à Lvov, où ils tuent des Polonais, des Juifs, des Russes, enfin tout ce qui est soupçonné de ne pas être de pure race. Et se disant, on va montrer notre loyauté aux Allemands, qui sont d'ailleurs un peu effrayés de ce qu'ils voient. Mais pour finir, les Allemands leur disent, mais vous êtes bien gentils, mais vous êtes des Slaves. Or, dans la théorie de l'espace vital, c'est une famille de colons germaniques et 5 familles d'esclaves slaves. Donc votre projet national ukrainien, ça ne nous intéresse pas. Ça, il y a des Ukrainiens, nationalistes ukrainiens qui l'acceptent, qui disent bon, de toute manière, il vaut mieux faire partie des tueurs que des tués. Et Stepan Bandera, lui, en plus, il est notamment dénoncé par son adversaire, un adversaire au sein du parti nationaliste, et il part en prison. Lui et donc les bolcheviks envoient en prison son père et ses 2 sœurs, je crois, enfin une bonne partie de sa famille, et les Allemands envoient en prison ses 2 frères, qui meurent à Auschwitz. Et ce sympathique personnage de Stepan Bandera, ça ne l'empêche pas, lorsque les Allemands sentent la catastrophe arriver, qu'ils cherchent à faire feu de tout bois, ils retournent vers voir Bandera, donc les nazis ont tué ses 2 frères, et Bandera leur dit il n'y a pas de problème, pour tuer les Russes, je peux toujours compter sur moi. Et c'est là où en fait, il revient combattre pour l'Allemagne, sachant qu'il y a toujours eu des Ukrainiens
de l'Ouest, des nationalistes qui ont combattu avec l'Allemagne. Et pas seulement en Ukraine, mais également contre les partisans slovaques ou slovènes, je ne sais plus. Enfin, bref, ils ont été utilisés par l'Allemagne nazie, pas seulement pour libérer l'Ukraine, n'est-ce pas, mais également contre d'autres peuples. Et donc il y a eu cette fameuse aussi SS Galiciana qui a été créée, donc où les Ukrainiens célèbrent, ils se déguisent en Waffen-SS chaque année à Brody, donc qui est le combat de la SS Galiciana, qui d'ailleurs, encore une fois, on voit bien que c'est un pays sans histoire, parce que célébrer Brody, ils ont tenu, je sais pas, même pas 2 semaines contre le rouleau compresseur de l'opération Bagration. Donc en fait, c'est assez ridicule comme célébration, mais chaque année c'est célébré, on se déguise en Waffen-SS, les députés de Svoboda viennent faire des appels patriotiques, etc., etc. Donc, il est faux de dire que les nationalistes ukrainiens ont juste voulu libérer l'Ukraine. Il y a une adhésion de fond à l'idéologie nationale-socialiste, mais les nationaux-socialistes allemands les rejettent, parce que ce sont des sous-hommes. Voilà. Comme nous d'ailleurs, les Français. Pour les nationaux-socialistes, nous sommes des sous-hommes. Donc voilà. Et donc ça c'est quelque chose que vit très mal, j'imagine, les nationalistes ukrainiens. Il faut quand même bien qu'ils se le mettent dans la tête. Ce sont des Slaves, donc des sous-hommes. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, il se passe donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il se passe donc des choses intéressantes donc sur l'évolution de l'Ukraine. C'est que donc le grand fondateur de l'Ukraine moderne, qui est Staline, rattache la Galicie à l'Ukraine, malgré les conseils des autres membres du Parti communiste qui disent la Galicie c'est un nid à problème, c'est des fous furieux, il vaut mieux les donner à la Pologne. Mais Staline lui a une vision géostratégique, et comme il vient d'annexer, pas d'annexer, mais de mettre dans le bloc communiste la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, il a envie d'avoir des frontières communes avec ces pays. Donc, dans un but tout à fait géostratégique et même pas nationaliste, Staline rattache la Galicie et devient un grand bienfaiteur de l'Ukraine moderne. Donc ça, c'est pas les drapeaux de Chouchkevitch et Bandera que doivent arborer les nationalistes ukrainiens, mais Lénine, Kaganovitch, Staline et plus tard on le verra, Khrouchtchev. Donc à ce moment-là, Staline récupère la Galicie et l'inclut au sein de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Et en même temps, donc les bandéristes, notamment sous les ordres de Chouchkevitch, combattent jusque dans les années 50 dans la guérilla en Ukraine de l'Ouest. Et au fur et à mesure qu'ils se font battre par les communistes, par le NKVD, enfin le KGB, ils s'enfuient en Amérique du Nord, essentiellement. Et notamment au Canada, où il y a une grande diaspora ukrainienne depuis le XIXe siècle, qui est d'une immigration de pauvreté. Et normalement, la loi canadienne interdisait de faire rentrer dans le Canada des gens qui avaient servi sous l'Allemagne nazie et sous le drapeau nazi. Mais il y a une telle pression des Ukrainiens de l'Ouest sur le Canada que finalement, ces gens-là sont intégrés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont servir dans l'armée canadienne. Et leurs enfants et leurs petits-enfants aussi vont servir dans l'armée canadienne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez au Canada et dans l'armée canadienne un lobby national-socialiste pro-ukrainien. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'à Kharkov, notamment, vous avez régulièrement des avions qui débarquent avec du matériel du Canada et des volontaires ukrainiens, donc descendants donc, de cette migration de bandéristes, qui reviennent faire la guerre avec le premier secteur, généralement, notamment faut savoir que Yarosh n'est pas un chef militaire, c'est un chef charismatique, mais il connaît rien aux opérations militaires, et donc c'est comme Semenchenko, et donc c'est des Nord-Américains, donc souvent canadiens, qui dirigent en fait les opérations, notamment à Pesky, face à l'aéroport de Donetsk. Et donc ensuite, on est en pleine guerre froide, donc les Américains vont utiliser cette diaspora pour continuer à influer, espionner, etc., etc. Et ce qui se passe en URSS, c'est que non seulement les Ukrainiens ne sont pas persécutés par Moscou, mais c'est eux qui détiennent le pouvoir. Et si on prend à la mort de Staline, la succession des différents secrétaires généraux du Parti communiste. Après Staline, c'est Khrouchtchev.
Donc Khrouchtchev, lui, il est né à la frontière ukrainienne et il est membre, c'est un Ukrainien d'adoption, il est membre du Parti communiste d'Ukraine. Et il participe notamment aux purges. Et lui se considère comme ukrainien. Sa femme est ukrainienne, si je ne me trompe pas. Et il fait donc ce grand cadeau en commémoration du ralliement des Cosaques Zaporozhye comment ça s'appelle, à la Russie. En 1654, il confie l'administration de la Crimée à Kiev. Mais Crimée hors Sébastopol. À ce moment-là, Sébastopol est rattaché à la République socialiste soviétique de Russie. Et de droit, le restera jusqu'à la réunification. Ça n'a jamais changé. Donc à ce moment-là, la Crimée est rattachée. Et donc le quatrième grand bienfaiteur de l'Ukraine moderne, donc on a Lénine, Staline, Kaganovitch, c'est Khrouchtchev. À côté de ça, les Ukrainiens sont majoritaires au sein du Parti communiste d'Union soviétique. Le père du projet de conquête spatiale est ukrainien. Le père de la flotte russe, donc c'est Kovalyov, le père de la flotte russe, Grachov, est aussi ukrainien. Donc les Ukrainiens sont privilégiés au sein de l'URSS. Ils ne sont pas du tout persécutés comme on veut nous faire croire. Et surtout, l'URSS continue à financer les organisations nationales ukrainiennes, parce que, encore une fois, l'idéologie initiale est que toutes les nationalités doivent se développer en paix au sein et qu'on ne se fera jamais la guerre. Et donc, ce qui fait que au sein de l'Ukraine soviétique, non seulement le nationalisme ukrainien se maintient, mais se développe. Et tout le monde devient nationaliste. Et donc, ce qui fait que, et c'est pour ça que vous voyez que les grands chefs nationalistes du début des années 90, c'est tous des communistes. Kravchuk, qui est le premier président ukrainien, c'est lui qui fait voter l'indépendance. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, et je crois que j'en avais déjà parlé, c'est qu'à l'origine, en fait, il y a un référendum qui est fait en mars 91, si je me souviens bien, qui confirme, on demande au peuple du RSS, est-ce que vous voulez rester dans l'URSS? Et donc, majoritairement, y compris en Ukraine, c'est oui. Entre-temps, il y a le putsch d'août, et là, du coup, en gros, tous les peuples veulent se débarrasser de l'URSS, y compris les Russes. Y compris les Russes. Et à ce moment-là, donc, le Parlement ukrainien décide de voter vers l'indépendance. Ils reçoivent le soutien et la visite de George Bush senior, qui avait promis qu'il ne voulait pas la séparation de l'Ukraine, mais il a promis plein de choses, qu'il n'y aura pas d'OTAN, etc. Donc ça fait partie de tous les bobards que ce pauvre Gorbatchev a cru sur parole. Et donc, bien sûr, les Américains encouragent le processus d'indépendance de l'Ukraine, qui arrive à maturité en décembre. Il y a un référendum, et bien sûr, les Ukrainiens, qui comme les Russes veulent se débarrasser de l'URSS, s'en débarrassent. Mais dans le même temps, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'au nom du même principe, la Crimée, qui avait un statut autonome, réclame également son indépendance. Et le Parlement de Crimée vote l'indépendance et décide d'un référendum. Et à ce moment-là, en fait, c'est la panique un peu pour Khrouchtchev, parce qu'il sait très bien que la Crimée n'est pas ukrainienne et ne sera jamais ukrainienne. Et à ce moment-là, alors la chance qu'il a, c'est que Yeltsin et Kozyrev, qui vont décider de la politique étrangère pour les 5 années qui viennent, sont soit incompétents, soit Kozyrev, je pense, est vraiment un traître. Et donc, en fait, ils n'apportent pas le soutien qu'attend le Parlement de Crimée. Et finalement, Kravchuk est quand même condamné à lui donner énormément d'indépendance, ce qui va permettre à la Crimée d'avoir des institutions légales en 2014, au moment où Kiev n'en aura plus. Après le coup d'État, la seule assemblée légalement élue en Ukraine, c'est le Parlement de Crimée, qui a donc tout à fait le droit de proclamer son indépendance, comme il l'a proclamé en 92. Et donc il faut considérer que cette période en Crimée et à Sébastopol, donc comme je l'ai dit, Sébastopol de droit a toujours fait partie est une annexion de la Crimée par Kiev. Cette annexion se termine par la réunification de la Russie, de la Crimée par la Russie. Donc c'est le problème inverse en fait. Ce qu'a fait Kiev pendant 20 ans avec la Crimée et Sébastopol est illégal. Et quand on cite le mémorandum de 94, puisque les Ukrainiens renoncent à l'arme nucléaire en échange de la reconnaissance de leurs frontières, sur ce mémorandum, vous pouvez le trouver sur Internet, les frontières ne sont pas définies. Tout est encore ouvert. On est en 94. L'Ukraine, elle commence à exister début 92. Donc 2 ans après,
il n'y a aucun accord qui a été signé avec la Russie sur les frontières, etc. C'est toujours en discussion, et c'est en discussion pendant 20 ans, jusqu'au moment où l'Occident soutient un triumvirat composé de Oleg Tiagnibok, qui préfère l'éradication complète des Russes de la Crimée plutôt que de la laisser russe. Et donc ça, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Merci pour ce tour d'horizon des origines à jour. Et à bientôt pour les non-alignés. À bientôt.